Nouveau visage du climat au Mali, la météo Mali donne des explications. C'est l'unique et principal titre de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal de 18h. Un mois après la tenue de la première édition du Salon d'exposition de la défense et la sécurité de Bamako, BAMEX 2025, une rencontre préparatoire pouvant accueillir le prochain salon prévu en novembre 2026, s'est tenue au QG du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Plusieurs sujets étaient au menu de la rencontre. Il s'agit entre autres de la mise au point de la situation sécuritaire, de l'approvisionnement en hydrocarbures et de l'organisation de la deuxième session des chefs d'État de la Confédération du Sahel qui se tiendra du 20 au 21 décembre à Bamako. On en sait plus avec Sadio Sidibé et Samba Traoré. Cette rencontre, initiée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, se veut un cadre propice pour faire le point de la première édition du Salon d'exposition de la défense et de la sécurité de Bamako, BAMEX, tenu le mois de novembre dernier. L'objet essentiel pour lequel nous avons souhaité vous rencontrer aujourd'hui est de pouvoir centrer la discussion par rapport à l'agenda diplomatique, notamment par rapport à la prochaine session du Salon international pour la défense et la sécurité. Désormais, le gouvernement du Mali entend faire en sorte que ce salon puisse être inscrit dans l'agenda des questions stratégiques pour le continent africain. Y en prépare personnalités diplomatiques, militaires et institutionnelles, lesquelles ont été informées sur la vie de la nation par les deux conférenciers. L'objectif de cette rencontre qui a été initiée par son Excellence le ministre des Affaires étrangères du Mali ainsi que le ministre de la Sécurité, c'était de nous informer, nous donner un certain nombre d'informations essentielles sur la vie de la nation. Ils nous ont informé de la future tenue de la deuxième édition du BAMEX. Et après l'édition réussie de 2025, en 2026, il y aura une autre édition du BAMEX. Donc cette information nous a été donnée et nous en étions très ravis. Et également, nous avons échangé sur les questions de carburant par rapport aux dispositions qui avaient été prises pour nous faciliter notre approvisionnement. Outre la synthèse de la première édition du BAMEX, le ministre des Affaires étrangères et son collègue de la sécurité et de la protection civile ont informé l'opinion nationale et internationale de la tenue de la deuxième édition qui se tiendra en novembre 2026. Le Mali entend organiser la deuxième session de ce salon en novembre de l'année prochaine pour pouvoir vraiment engager déjà les préparatifs et vous dire que le Mali souhaite aussi élargir aussi la base de partenariat par rapport à l'organisation de cet événement important. Nous nous félicitons du succès du salon qui s'est tenu en 2025 et nous voulons à cet égard exprimer la gratitude du gouvernement à tous les pays partenaires et acteurs qui ont pris part à cette session et qui ont fait en sorte que ceci puisse enregistrer une participation et une mobilisation remarquable. Mention spéciale aussi à la République de Turquie, qui était le partenaire principal pour cette session. Cette rencontre se tient en prélude à la deuxième session ordinaire des chefs d'État de la Confédération du Sahel prévue les 20 et 21 décembre à Bamako, occasion pour le ministre Diop de plancher sur les préparatifs de l'événement avant de faire également le point de la situation sécuritaire au Mali. Sur le plan militaire aussi, des actions qui sont conjointes, qui sont menées et aujourd'hui nous travaillons pour vraiment l'activation de la force unifiée de l'AES-103, les trois pays qui constituent des enjeux majeurs et il y a un certain nombre de documents juridiques qui doivent être adoptés par les chefs d'État, notamment des protocoles additionnels qui viennent préciser le travail en commun dans le domaine de la sécurité,
dans le domaine de l'action diplomatique et dans le domaine de la coordination du développement, et aussi un protocole additionnel qui va concerner également la mise en place de la session confédérale des parlements, pour donner la place. Donc c'est l'ensemble de ces questions qui seront au centre de la rencontre des chefs d'État. La rencontre a été sanctionnée par les échanges en huis clos et une photo de famille. Comme annoncé dans le titre, froid inhabituel, épisode de pluie, puis brusque retour de la chaleur. Depuis plusieurs jours, ces variations météorologiques interrogent. S'agit-il d'une simple variabilité de la météo ou signe du changement climatique? Les éléments de réponse avec Asnatou Traoré et Draman Mali. Notre pays traverse actuellement une période saisonnière marquée par une forte instabilité du temps. Les populations font face à une alternance inhabituelle de fraîcheur, d'épisodes de pluie et de chaleur. Selon des spécialistes de Mali Météo, ces variations relèvent avant tout de la météo. Ce retour du froid accompagné de la saison des pluies n'est pas anormal en tant que tel, parce que généralement, pendant la période sèche, il arrive qu'on ait des cas de pluie de manière exceptionnelle et par endroits. En jargon météorologique, nous disons des pluies hors saison. Après la fin de la saison des pluies, en fonction des conditions météorologiques des régions tempérées, il peut y avoir des influences qui font qu'on a quelques cas de pluie. Nous pouvons dire que c'est une variabilité du temps, une variabilité météorologique. Souvent, en fonction des saisons, en tenant compte de l'intensité de l'hiver en Europe pendant la période sèche et aussi de l'apport d'humidité dans les couches moyennes en altitude, il peut y avoir de la pluie et aussi des vagues de froid même sur le pays. Cependant, lorsque ces phénomènes deviennent plus fréquents, plus intenses ou plus imprévisibles, les scientifiques y voient un lien avec le changement climatique. Les services météorologiques annoncent une période toujours marquée par une forte variabilité du temps dans les prochaines semaines. L'interaction entre notre climat et le climat maghrébin des régions tempérées fait que des fois, il y aura changement. On est en période où les températures sont en baisse. Il fait un peu froid et excessivement froid même dans certaines régions du pays. Et cette situation va continuer durant la fin du mois de décembre ainsi qu'au mois de janvier. Et ça va continuer jusqu'en février, cette période de fraîcheur. Mais durant la période de fraîcheur, ce n'est pas exclu qu'il y ait des périodes, il y ait des variations, des jours où il fera un peu chaud et des jours même où il y aura quelques cas de pluie, ce n'est pas à exclure. Toutefois, ces changements brusques ne sont pas sans conséquences. À la population de porter des habits adaptés pour se protéger et aussi pour éviter la déshydratation, parce qu'il faut boire aussi pendant cette période. Ce n'est pas uniquement quand il fait chaud qu'il faut boire, même pendant cette période il faut boire. Et aussi penser aux personnes en situation vulnérable, à savoir les enfants et les personnes âgées, également les femmes enceintes. Il faut tenir compte de leur situation. Et aussi, avant de dormir et avant de sortir, les faire porter des habits adaptés contre le froid et aussi contre la poussière, parce que pendant cette période où le vent dominant est l'harmattan, nous avons aussi souvent de la poussière en suspension dans l'atmosphère. Et cette poussière peut avoir des conséquences sur la respiration et amener aussi des maladies comme la grippe, et les toux, et aussi ça peut même amener d'autres maladies et pour des gens qui sont très sensibles. Face à ces phénomènes, les spécialistes sensibilisent la population à mieux s'informer et à rester attentive aux prévisions et aux alertes météo et à y adapter le comportement. La question de la préparation des populations et de l'efficacité des systèmes d'alerte reste donc centrale. À signaler que ces événements ne doivent pas être considérés comme exceptionnels, mais comme des signaux d'un climat en mutation. Dans le cadre des activités commémoratives de l'anniversaire de Fatima Zahra, la fille bien-aimée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'Association des Ansars du Sénégal a organisé un prêche. Un séjour sur le sol sénégalais, c'est le guide spirituel des Ansars, Assir Chérif Ousmane Madan Aïdara,
qui a présidé la cérémonie. On en sait plus avec Kafne Bachili. Fatima Zahra, la femme vertueuse et exemplaire, a l'honneur le long du mois de sa naissance. Tiré des enseignements du guide spirituel des Ansar, Sidi Chérif Ousmane Madani Haïdara, il est un devoir de tout bon musulman d'aimer le saint prophète Mohammed paix et salut sur lui et l'ensemble de sa sainte descendance. Les sont mis en exergue par les disciples du guide spirituel des Ansar qui se sont engagés pour l'accompagner dans cette logique afin de magnifier l'envoyé de Dieu, le saint prophète Mohammed paix et salut sur lui et sa descendance. Les Ansar du Sénégal ne sont pas restés en marge de cette célébration. Ainsi, ils ont organisé ce prêche pour magnifier Fatima Zahra. La particularité de cette soirée de prêche est la présence remarquable du guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, comme animateur du prêche. D'emblée, il s'est prononcé sur l'historique de Fatima Zahra et de son père, Mohamed Rasulullah. Par ailleurs, les valeurs qui incarnaient Fatima sont développées au profit de l'assistance afin de rendre hommage à la fille bien-aimée du saint prophète Mohammed paix et salut sur lui, l'épouse exemplaire de Imam Ali et mère protectrice des imams Hassan et Hussein. Au cours de la soirée de prêche, des bénédictions sont formulées. Les 6 sermons de la Bayatul islamique ont été également renouvelés par les Ansar du Sénégal. Actualité sur un tout autre plan, l'Association des jeunes premiers du Mali et l'Union des radios pour l'orpaillage du Mali ont organisé ce samedi 13 décembre 2025 à Bamako la cérémonie de remise des trophées aux hommes et femmes de l'année 2025. 10 personnalités étaient à l'honneur, parmi lesquelles figuraient 3 femmes, Safiatou Sidibé et Ibrahim Koulibaly. L'Association des jeunes premiers du Mali, fidèle à sa tradition, en collaboration avec l'Union des radios pour l'orpaillage des mines au Mali, a célébré les hommes et femmes de l'année 2025 en faveur de cette cérémonie de distinction afin de reconnaître, encourager et récompenser ces personnalités qui ont marqué l'année de par leur détermination pour le développement du pays, chacun dans son domaine d'intervention. C'est pour honorer certaines personnes qui ont dû faire de bonnes choses au niveau de l'année 2025. Il s'agit de l'AGPM et de l'UROM. Donc on a ciblé dans notre pays certaines personnalités, que ce soit des maires ou bien des transitaires, également des miniers qui ont dû faire quelque chose, qui ont marqué l'année. Donc nous avons décidé de les honorer pour les encourager. Parce qu'en tant que des hommes de presse, nous savons que certaines personnes ont fait des choses quand même qu'il faut montrer à notre pays. Ils sont 10 au total. Les récipiendaires animés de sentiments de fierté ont salué l'initiative et les initiateurs pour le choix porté sur leur modeste personne. Pour ce travail noble qui est le journalisme, je ne m'attendais pas à avoir cette distinction, mais j'ai été même surpris d'être là, de Kenyaba jusqu'à là, parce que je pensais que le travail que j'ai en train d'effectuer dans le cercle de Kenyaba est méconnu. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le courage et l'engagement peuvent amener quelqu'un très loin. Pour une distinction, ça veut dire que quelque part, le travail a payé. Et j'en appelle à tous les autres jeunes de ma catégorie, ceux qui sont moins jeunes que moi et ceux qui sont moins vieux que moi, que chacun n'a qu'à puisse travailler dans le sens où un jour il puisse être appelé pour avoir les mêmes distinctions. Je le décerne à mon pays tout entier. Cette cérémonie de distinction de l'AJPM et de l'UROM a été sanctionnée par des prestations artistiques et clôturée par la remise officielle des trophées, l'hymne national et une minute de silence observée à la mémoire de nos braves soldats tombés sur le champ de bataille ont auparavant donné le ton des activités. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières avec Al-Amidou Badini. Moins d'une semaine après la prise de la ville stratégique d'Ouvira, les rebelles de l'AFC M23 ont annoncé dans la nuit de lundi à mardi leur retrait de cette localité du sud de Kivu sous certaines conditions.
Cette décision inattendue a surpris en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié tard dans la nuit, l'AFC M23 a indiqué son intention de quitter Uvira, conquise à l'issue d'une offensive éclair qui, selon les autorités congolaises, a fait des centaines de morts. L'Alliance Fleuve au Congo et son bras armé, le M23, soutenu par le Rwanda, affirme que ce retrait vise à appuyer le processus de Doha. Toutefois, le mouvement pose plusieurs conditions, notamment la démilitarisation de la ville d'Uvira, la protection des civils et le contrôle du cessez-le-feu par le déploiement d'une force neutre. Depuis la ratification de l'accord de paix de Washington et la recrudescence des violences, la Maison-Blanche a intensifié la pression sur Kigali, accusée de financer la rébellion dans l'est de la RDC et d'y déployer des milliers de soldats. Deux ressortissants du Botswana auraient été victimes d'un processus de recrutement trompeur pour se retrouver finalement à combattre en première ligne dans la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le ministère botswanais des Relations internationales a déclaré lundi dans un communiqué que les deux hommes âgés de 19 et 21 ans avaient été induits en erreur en leur faisant croire qu'ils participeraient à un programme de formation militaire de courte durée en Russie. À la lumière de ces informations, le ministère, par voie diplomatique et en consultation avec les autorités chargées de l'application de la loi, s'est activement engagé dans cette affaire afin de vérifier l'authenticité des informations et de déterminer où se trouvent les deux jeunes hommes et dans quel état ils se trouvent afin de faciliter leur rapatriement. Les jeunes Botswanais ont également été mis en garde contre les programmes de recrutement internationaux douteux et potentiellement mortels, notamment ceux qui offrent des avantages financiers en échange d'une participation à des activités de combat. Au moins 37 personnes ont trouvé la mort au Maroc dans des inondations à Safi. La ville côtière a subi des crues soudaines suite aux récentes pluies torrentielles dans la nuit de dimanche à lundi. Le ministère de l'Intérieur évoque des dégâts considérables, environ 70 maisons et commerces détruits, puis au moins 10 véhicules emportés, mais aussi 14 personnes hospitalisées. Les médias locaux ont rapporté que les écoles avaient annoncé 3 jours de fermeture. D'autres villes du pays ont été touchées par ces inondations, notamment Tétouan au nord et la cité montagneuse de Tinguir. Safi, une ville située sur la côte atlantique du Maroc, à plus de 320 km de la capitale Rabat, est une plaque tournante majeure pour les industries cruciales de la pêche et de l'exploitation minière du pays. Ces deux secteurs emploient des milliers de personnes pour la capture, l'extraction et la transformation des matières premières destinées à l'exportation. La ville, qui compte plus de 300 000 habitants, abrite une importante usine de transformation du phosphate. Les Nations Unies ont rendu hommage lundi aux 6 casques bleus bangladais tués samedi dans l'attaque d'une base logistique des soldats de maintien de la paix dans la ville de Kadougli, dans la région centrale du Kordofan au Soudan. Les victimes servaient dans la force intérimaire de sécurité des Nations Unies dans la région d'Abyei, contrôlée par le Soudan mais proclamée par le Soudan du Sud. L'ONU a mis en garde mardi contre les attaques visant ces troupes. Le secrétaire général souligne que les attaques visant les soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international et il rappelle à toutes les parties au conflit leur obligation de protéger le personnel des Nations Unies et les civils.
De telles attaques contre les soldats de la paix sont injustifiables. Les responsables devront rendre des comptes, a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Reste à identifier ces responsables. L'armée soudanaise accuse les forces de soutien rapide d'avoir perpétré l'attaque. Les paramilitaires n'ont pas encore réagi à cette accusation. Les deux camps s'affrontent depuis avril 2023, plongeant le Soudan dans ce que l'ONU considère comme la plus grande crise humanitaire au monde. Sport, avant de prendre congé de vous, la deuxième édition des Agassi Awards 2020 organisée par Massira Touré a tenu toutes ses promesses. L'édition 2025 a regroupé 10 artistes plasticiens qui, durant 6 mois, ont pu produire des œuvres de qualité sous la supervision d'experts. Cet espace d'expression a été apprécié par des visiteurs de marque venus découvrir l'art contemporain africain dans toutes ses dimensions. Pour rehausser l'éclat de la cérémonie, les femmes et les hommes qui se sont investis corps et âme ont été récompensés, de même que les 10 artistes ayant séjourné dans la résidence Agassi. Parmi eux, 3 meilleurs artistes ont été retenus et bénéficieront d'un encadrement renforcé afin de réaliser des expositions solitaires pour le bonheur des arts. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter la promotrice des Agassi Awards, suivie du lauréat de l'édition 2025 au micro de notre reporter Issouf Koulibaly. C'est un accomplissement pour nous parce que nous nous sommes fait cette promesse depuis l'année dernière de réunir les artistes participants au programme Les Artistes de Agassi en fin d'année de chaque année pour pouvoir les célébrer. Lorsque nous recrutons ces jeunes pendant les appels à candidature que nous faisons, nous leur disons qu'ils vont non seulement passer par un programme, mais ils vont aussi être reconnus à la fin du programme. Donc il était très important pour nous de tenir ce rendez-vous et aujourd'hui nous sommes particulièrement heureux de voir tout ce beau monde qui sont venus pour nous assister, pour aussi découvrir le talent de ces artistes. Cet événement est très important pour nous parce que c'est un tremplin, c'est une manière pour nous de montrer le talent des artistes à tout le monde, aux médias et de les propulser encore à travers le monde. Parce que c'est ça la mission de Agassi. L'innovation que nous avons apportée à cette deuxième édition, c'est que nous faisons les awards à exactement 6 mois du programme. C'est pour permettre aux 3 lauréats de pouvoir bénéficier d'un traitement spécial. Pendant les 6 premiers mois, tous les 10 ont bénéficié de résidences, de formations, aussi d'exposition. Donc les 3 qui ont été primés aujourd'hui vont bénéficier des résidences individuelles et d'expositions solo également. Et cela va encore plus les aider à se performer, à leur donner un espace de réflexion, mais aussi de production. Ça va aussi leur permettre de montrer leur travail à plus de monde. Cette activité nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et ça va me donner le courage aussi de travailler et puis essayer de continuer. Et puis cette nuit sera aggravée. Je pense que ça sera une histoire pour moi, quoi. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir. C'est un accomplissement pour nous.